Le besoin naturel d'un médium, c'est de situer cette expérience. L'imminence d'événements comme l'émergence d'une ère de plus grande spiritualité, ce genre de choses. Et parfois, en fait, ce sont les médiums qui ont le plus besoin d'être aidés, humainement. Nous avons déjà vu dans un entretien précédent qu'un voyant peut ne pas du tout percevoir le fait qu'il peut exposer ses clients à des forces dont il ne devine pas toujours la présence. Aujourd'hui, nous allons prendre en compte certaines des contraintes qui pèsent sur la fonction de médium et aller un peu plus loin dans l'exposition de ces deux types d'intervenants, médium et voyant, vis-à-vis de ces forces, de ces entités qui sont dans le monde occulte. Le médium aura une relation particulière avec ces mondes occultes. Là où le voyant perçoit comme des tableaux et traduit des impressions, le médium, quant à lui, reçoit des informations qui sont souvent plus construites et avec une source qui émet ces informations et qu'il va tenter d'identifier. Donc le besoin naturel d'un médium, c'est de situer cette expérience. Il a besoin de certaines cohérences. Pour ça, il va chercher à donner un nom à ses interlocuteurs, à savoir leur nature, etc. C'est une attitude profondément humaine que de nommer, que de désigner et de chercher parfois des hypothèses, même si elles semblent farfelues dans un premier temps. Parfois, les médiums sont dans des contextes, comme par exemple des rassemblements ou des salons, et auprès de personnes qui demandent des explications. Mais ces personnes sont à la fois très crédules et très peu informées. Donc ça va demander une certaine rigueur intellectuelle, une certaine honnêteté de la part du médium. Concernant le médium, dans la mesure où ce qu'il vit est extravagant de fait, il n'aura pas peur d'explications extravagantes, mais il cherchera une explication qui pourra aussi donner du sens au message qu'il a reçu et qu'il cherche à transmettre. Et si de leur côté les publics sont prêts à entendre absolument n'importe quoi, dans une attitude de confiance, une attitude positive, lui de son côté, le médium sera scrupuleux et pensera pas seulement à sa réputation ou à briller, mais il cherchera des explications qui peuvent lui convenir à lui aussi, bien entendu. Alors, souvent, pour mieux comprendre l'origine de ce qu'il perçoit, il va se doter d'une culture, d'un savoir, qui va être dans le domaine de l'occulte. Et ce savoir lui donnera une grille de lecture permettant au moins pour lui de faire un tri entre les messages qu'il recevra et de donner un cadre général ou théorique aux personnes à qui il a affaire. Ce savoir, cette connaissance, ne sera qu'une grille de lecture. Il se référera à un système, à des croyances. Ces informations seront parfois très alambiquées ou parfois hyper simplistes, ça dépend des personnes, de leur parcours, de leurs acquis. Le but ici n'est pas de faire l'inventaire de ces systèmes, mais de dire simplement qu'il est nécessaire à un moment donné de se référer à un système. Ce qui compte, c'est que la grille de lecture qu'il utilisera un médium, soit plausible à ses yeux, qu'elle nourrisse au moins temporairement son intelligence ainsi que son imagination. Et lors de l'exercice de la médiumnité, il mobilisera cette imagination pour utiliser sa capacité de médium au mieux de sa propre compréhension. Le but de tout ça, de cet apport théorique, c'est que le médium ne soit pas soupçonneux vis-à-vis de l'origine des messages qu'il recevra. Autrement dit, qu'il ait confiance dans ses interlocuteurs, dans ses forces, dans ses entités. Tout comme le voyant, pour lequel nous avons vu qu'il y a des angles morts dans son activité, qui laissent passer des influences bien malgré lui, il y a aussi pour le médium un ensemble d'angles morts dans l'exercice de sa faculté médiumnique. Comment vérifier si l'interlocuteur de l'invisible est bien celui qu'il prétend être? Comment s'assurer que les informations sont fiables? Et si les messages sont vrais plusieurs fois de suite, comment être certain qu'ils le seront à chaque fois, dans le temps? Ce que je cherche à souligner, c'est que dans l'exercice de la médiumnité, on est obligé de faire confiance à ces interlocuteurs invisibles. Si on remet en question les messages, par exemple en estimant qu'il s'agit d'une manipulation ou en le suggérant, il est fort probable que les messages s'arrêtent. Et le médium tournera à vide. Donc dans la réalité, un médium évitera de remettre en question de manière frontale l'interlocuteur auquel il aura affaire. On connaît mal les motivations réelles des forces qui entrent en contact avec un médium. Et si on a connaissance de certaines d'entre elles, on ne pourra que rarement les vérifier ou connaître la portée réelle de cette motivation. Et le médium n'a pas accès aux conséquences de la diffusion des informations qui lui sont adressées et dont il a la charge de faire la répercussion. Si je résume,
Le médium accède à un monde caché, il n'a quasiment aucun moyen par lui-même de discerner de ce qu'il en est de la vérité de ce qui lui est dit, à commencer par la véritable identité de son interlocuteur. Le médium est donc contraint de faire confiance à cette entité ou à ces entités. Ensuite, les messages sont peut-être vrais, peut-être faux, peut-être conformes à ce que le médium a envie d'entendre, au moins pendant un temps. Et ça, il ne le sait pas. Alors, y a-t-il des risques à cette situation-là? Et ils sont, à mon avis, de deux ordres. L'un concernera la personnalité du médium et l'autre relève d'un mécanisme plus général que l'on rencontre aussi dans l'exercice de la médiumnité. Au-delà des grilles de lecture dont il s'est doté et qui contribuent à le rendre un peu bizarre par rapport à la pensée du commun des mortels, les informations qu'il va recevoir vont le conduire dans des considérations souvent de plus en plus radicales. Et pour garder une certaine cohérence entre les sources théoriques auxquelles il a souscrit et les messages qu'il reçoit, il va préférer poursuivre dans la direction qui lui est indiquée par les messages plutôt que de les remettre en question. Ce qui fait que cette recherche de cohérence le pousse de plus en plus dans un délire. Autrement dit, le décalage avec les autres sera de plus en plus flagrant. Le premier risque est donc un risque de confusion intellectuelle. Maintenant, reconnaissons-le, assez souvent, les messages que reçoit un médium sont souvent tristes, angoissants, ça peut parler d'accidents, de décès ou de souffrances sans fin, des messages qui semblent très urgents. Et même si c'est plus positif, c'est dans une sorte de réalité exagérée, amplifiée par rapport à la vie courante. Parfois avec une dimension de divination sur l'avenir, parfois sur l'imminence d'événements comme l'émergence d'une ère de plus grande spiritualité, ce genre de choses, ou sur la révélation de choses du passé, mais qui remettent en question ce que le médium pensait savoir, ou ce que la réalité commune semble admettre. Et ces messages déstabilisent, ces messages, ils ébranlent la conscience du médium qui se met à douter des réalités qui l'entourent et qui peuvent paraître même trop banales ou n'allant pas assez dans le sens des messages qu'il reçoit ou pas conformes avec les théories auxquelles il a pris source. Il se trouve donc porteur d'informations, d'expériences, de messages qui saturent ses émotions, ses sentiments, comme si lui-même était responsable ou en devoir de traiter ces informations alors que ça le dépasse complètement. Et donc il se trouve un peu pris au piège, il peut perdre confiance en son entourage ou en lui-même, et il peut perdre aussi tout espoir ou prendre des décisions de rupture avec le monde réel. Donc un autre risque est de faire de la médiumnité une activité à laquelle il se soumet complètement et à laquelle il revient le plus souvent possible. Quitte à aller vers une sorte de déséquilibre psycho-affectif de plus en plus profond et de plus en plus visible pour les autres. Donc quand je parle de risques par rapport à la confusion intellectuelle ou des risques psycho-affectifs, ce sont des risques pour la personne qu'elle peut vérifier par elle-même, sur elle-même, ou dont l'entourage peut se rendre compte. Un risque plus général est celui de l'ouverture de portes occultes. Alors en abordant ce sujet, c'est un petit peu comme si on décrivait les choses de l'extérieur, et pourtant ça correspond à une réalité très personnelle et très intime. Mais on ne ressent pas par soi-même qu'une porte a été ouverte. Et c'est pourquoi je classe ces risques comme si on les décrivait de l'extérieur, et de fait un médium ne va pas percevoir ce risque, et qui pourtant est bien réel. Je m'explique. On a vu que le médium est contraint à la confiance, qu'il utilise son intelligence à la compréhension d'une interaction qu'il subit. Son imagination a pris le relais de l'intelligence et sa volonté est liée à l'exercice de la médiumnité. Là, le médium remplit vraiment toutes les conditions pour qu'on puisse attester qu'il ouvre une porte sur l'occulte. Et cette ouverture sur le monde occulte se renforce à chaque expérience médiumnique. Donc dans le prochain entretien à propos des médiums et des voyants, je reviendrai sur cette notion de porte ouverte qui est en réalité un très vaste sujet. Le fait même de répondre à une entité est une forme d'acquiescement ou de consentement à une expérience, et c'est aussi lui conférer une forme d'autorité, qu'on le veuille ou non. Mais le médium peut aussi devenir, de ce fait, le jouet d'une entité ou d'une intention, peu importe le nom qu'on lui donne. Et il peut ne pas s'en rendre compte et en toute bonne foi continuer ce chemin de médiumnité. Et par le fait de cette conscience qui est ouverte, ou par la confiance, il va aussi ouvrir une porte à l'intérieur de lui. Il va s'armer de théories, au risque donc de s'isoler un petit peu des autres, de ses proches, et de s'enfermer dans une forme d'imaginaire, voire de confiner au délire, même si je sais que le mot est difficile à entendre. La construction mentale autour de laquelle un médium gravite reste très approximative. Elle peut être plausible,
Mais un médium avouera rarement avoir envie ou avoir besoin de croire au cadre théorique auquel il souscrit. Parce que derrière cette grille de lecture dont il s'est doté se cache en fait le crédit qu'il accorde à ses interlocuteurs invisibles, puis aux informations qu'il en reçoit. Le besoin d'un médium, au fond, est très humain. Certains cherchent à rendre service, à se sentir utile, à utiliser les facultés au mieux, et parfois, en fait, ce sont les médiums qui ont le plus besoin d'être aidés, humainement, comme on vient de le voir. Et ils se trouvent exposés à un combat qui est peut-être plus de nature spirituelle qu'autre chose. Voilà pourquoi on peut dire qu'un médium court de multiples risques. Alors le sujet n'est pas clos, bien sûr, puisque je reviendrai sur cette notion de portes ouvertes concernant les voyants et les médiums, entre autres, mais je reste à votre disposition pour des échanges plus personnalisés, si vous en éprouvez le besoin, bien sûr. À bientôt. Allez, salut.